Je voulais vous donner le temps de vous inscrire à ce webinaire. Même si certains arriveront en retard, nous allons quand même enregistrer les versions anglaises, espagnoles et françaises de ce webinaire. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue. Je m'appelle Alice Tipping et je travaille dans le domaine du commerce à l'IISD, l'Institut international de développement durable. Vous connaissez peut-être déjà nos travaux. J'aimerais vous dire que nous sommes une institution, un groupe de réflexion basé au Canada, mais nous avons également un bureau à Genève et nous travaillons donc dans le domaine du commerce international, des politiques commerciales et notre but est de soutenir tous les pays en développement et les PME engagés dans les négociations commerciales. Et ce webinaire est le premier d'un ensemble de deux webinaires qui auront lieu donc cette semaine. Le premier a lieu aujourd'hui, le prochain traitera du commerce électronique après. Demain, c'est donc un projet qui est financé grâce à l'aide du gouvernement britannique. Et l'idée est d'apporter un soutien technique aux négociateurs des pays les moins développés, c'est-à-dire vous qui êtes situés soit dans les capitales, soit à Genève, pour mieux suivre les discussions et les débats et pour vous permettre de vous entretenir à propos des difficultés que vous pouvez rencontrer lors des négociations. Ce webinaire, donc, a pour titre la facilitation des investissements pour le développement. On espère que l'accord prévu pourra être mené à bien au cours de l'année. Donc, dans la perspective de la conférence ministérielle fin février, l'idée est de vous donner une synthèse, une idée générale de ce qui figure dans cet accord. Ce séminaire est ouvert aux délégués des gouvernements membres des pays en développement et des PMA de Genève de leur capitale, donc de manière générale membres de l'OMC, afin que vous ayez une idée plus précise de ce qui figure dans cet accord. Nous avons à cette fin invité des orateurs tout à fait remarquables et je m'en vais vous donner la parole à mes collègues qui vous en diront plus dans quelques instants. Je remercie d'ores et déjà l'équipe technique qui nous aide ainsi que les interprètes qui sont prêts à vous aider si vous voulez vous exprimer en français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et je donne maintenant la parole à mon cher collègue Rachid Kobab, qui travaille à l'ISD en tant qu'expert principal en matière de commerce. Et je me réjouis déjà des échanges très intéressants que nous allons avoir. Merci Alice pour cette remarquable introduction. J'aimerais également souhaiter une cordiale bienvenue à tous les intervenants et aux participants à ce webinaire. Bienvenue en cette belle journée hivernale ensoleillée à Genève. Et si vous nous joignez d'un pays aussi d'Amérique latine ou d'ailleurs, bienvenue si vous nous bonjour, et si vous joignez à nous depuis l'Asie, je sais que le professeur Kalamita nous rejoint depuis Singapour. Bonsoir. Alice a fort bien décrit ce webinaire et il se déroule dans le cadre d'un projet que nous mettons en œuvre depuis 2020. Il s'agit en fait de la 4e phase de ce projet qui va s'achever en mars de cette année. Et dans le cadre de ce projet, nous avons deux principes. Tout d'abord, la neutralité. Nous sommes là pour procéder des analyses techniques et non pas pour dire aux pays en développement, aux PMA, la position adoptée dans tel ou tel domaine. Et le deuxième principe, c'est celui de la confidentialité. Cela veut dire que nous n'allons pas enregistrer vos questions ni vos interventions. Et tout se déroule sur la base des règles de Chattanham, l'idée étant de continuer à bénéficier de votre confiance. Un dernier mot concernant ce projet, outre les webinaires, nous apportons un soutien ad hoc
sur un plan bilatéral, sur demande, ou bien si vous souhaitez davantage d'informations, d'analyse concernant des questions techniques, vous pouvez toujours nous contacter et moi en particulier, nous serons heureux de vous répondre. Pour ce qui est de ce webinaire, et Alice a fort bien dit, il intervient à un moment très important puisque des négociations importantes sont en train de s'achever, une ministérielle est en vue et il est important de discuter de l'architecture juridique, de la manière de traiter les questions clés qui se posent par rapport à cet accord. Tous les pays, bien sûr, espèrent que cette ministérielle, en quelques semaines, donnera des résultats bien concrets. Donc, la situation est assez prometteuse et surtout en ce qui concerne les PMA, pour des raisons de problèmes d'ordre financier ou autres, nos pratiques n'auront pas eu le temps, la possibilité de suivre les négociations sur l'IFTA. Il est donc grand temps que ce webinaire ait lieu, pour vous donner d'abord des informations sur la situation actuelle, faire un état des lieux, donc, et passer en revue rapidement toutes les informations réunies concernant le projet d'accord tel qu'il existe actuellement, avant de passer à des questions clés telles que la dimension développement et les défis en matière de mise en œuvre. Voilà donc les questions que nous allons couvrir durant ce webinaire. Et nous avons donc d'excellents orateurs. Et à cette fin, nous sommes heureux qu'ils aient pu se joindre à nous aujourd'hui. Avant de donner la parole à la première intervenante, je vais dire quelques mots d'ordre logistique également. Tout le monde connaît bien Zoom maintenant, je n'ai pas besoin d'en dire davantage, mais nous avons également l'interprétation simultanée en français et en espagnol. Si donc l'on parle en anglais, vous aurez vu l'icône interprétation. Vous pouvez donc cliquer sur cette icône et choisir la langue dans laquelle vous aimeriez entendre donc les interventions. Donc la confidentialité est assurée. Nous partagerons avec vous les PowerPoints, mais vos questions, vos commentaires ne seront pas enregistrés. Enfin, il est important d'avoir vos retours et c'est toujours important pour nous de savoir comment nous améliorer. Et si à un moment ou à un autre, pendant le webinaire, vous souhaitez intervenir, vous pourrez le faire. Il y aura aussi un questionnaire qui va s'afficher à un moment donné. Prenez le temps de le remplir car il est très important d'avoir votre point de vue. Ce point de vue nous est très précieux. Voilà. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et après ces quelques mots, je m'en vais tout d'abord demander à la première intervenante de s'exprimer. Il s'agit de l'ambassadrice Sofia Boza Martinez, qui est ambassadrice et représentante permanente de la mission permanente du Chili auprès de l'OMC. Elle est également co-coordinatrice de cette GSI, de cette initiative conjointe. Alors qu'elle est très occupée, nous sommes très heureux qu'elle ait pris le temps de se joindre à nous, car c'est vraiment la personne idéale, la mieux placée pour nous dire ce qu'il en est de cette GSI et de son avenir. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Madame l'ambassadrice. Vous avez la parole. En premier lieu, bonjour à tous et à toutes et merci infiniment d'avoir organisé ce webinaire et merci aussi pour votre aimable invitation à vous faire un bref état des lieux sur cette initiative. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le moment est très bien choisi pour faire le point sur la situation et merci donc de m'avoir donné cette possibilité. Comme vous le savez, ces dernières décennies, de nombreux pays ont adopté des politiques visant à faciliter les investissements pour attirer et diffuser, bien sûr, des investissements extérieurs. Ainsi, un groupe de pays en développement a lancé un dialogue officiel à l'OMC afin de faciliter les investissements pour le développement. La 11e conférence ministérielle de Buenos Aires en 2017, 17 membres de l'OMC ont mis au point
donc une initiative afin de faciliter les discussions sur les investissements pour le développement. Au bout de 2 ans de travaux préparatoires et de discussions, les participants ont lancé officiellement des négociations sur un accord sur la facilitation des investissements au développement IFDA. Et cette initiative conjointe a été toujours ouverte à tous les membres, et ce, dès le départ. Jusqu'en juillet 2023, plus de 110 membres de l'OMC ont conclu un texte sur la facilitation des investissements pour le développement. À ce jour, ce sont 118 membres de l'OMC qui participent à cette initiative, le Cameroun ayant été le dernier membre à s'y joindre. Entre juillet et novembre 2023, les participants à cette GSI ont mis au point le peaufinage juridique, le texte anglais de l'IFDA, dont la version finale a été diffusée à tous les membres de l'OMC le 27 novembre. C'est un document donc, que l'on trouvera sur le site de l'OMC. Après novembre, 2 versions traduites du texte ont été préparées, une en français, l'autre en espagnol, et ont été diffusées auprès des délégations afin de recevoir leurs commentaires. En outre, une réunion a eu lieu en décembre où 2 groupes de travail ont été mis en place afin d'examiner les versions traduites de cet accord. L'examen des versions espagnoles et françaises est en cours. Des groupes de travail se réunissent régulièrement et devraient terminer leurs travaux très rapidement, normalement d'ici fin janvier. En outre, au cours du Conseil général qui s'est réuni le 13 décembre, nous, 2023, nous, les co-coordinateurs de cette initiative, ont informé les membres de l'OMC que les participants à l'IDA avaient mis au point donc définitivement le texte anglais. Après le peaufinage juridique, comme je l'ai dit, il constitue donc une avancée majeure. Les membres à cette réunion ont et donc été informés du statut de cet accord par rapport à l'annexe 4 de l'annexe 4 de l'accord de Marrakech. Il a été dit également que pour inclure l'IFDA donc dans le cadre de l'annexe 4, il convenait d'obtenir le consensus de l'ensemble des membres afin de pouvoir en tirer les avantages qui s'imposent en matière de développement. Comme vous le savez, il n'y a pas eu donc de prise de parole lors de la réunion du 13 décembre. Des membres ont pris la parole lors du 13, la réunion du 13 décembre du Conseil et étaient en faveur donc de cette incorporation de l'IFDA dans le cadre de l'annexe 4. Et un événement parallèle devrait avoir lieu lors de la conférence ministérielle d'Abu Dhabi pour signer officiellement cet accord. On s'attend également à ce que les ministres débattent de l'intégration de l'IFDA dans l'accord de Marrakech. Quels sont les avantages de tel accord? Pourquoi pensons-nous que cet accord est pertinent? Il est important de se concentrer sur les investissements étrangers dans tous les domaines économiques, ainsi que l'ont dit tous les participants depuis le début de cette initiative. Voilà pourquoi l'IFDA varie des accords habituels sur la facilitation des investissements, étant donné qu'il exclut explicitement, mais je sais que Rachid va en dire plus, l'accès au marché et le règlement des litiges.
il s'agit également d'un accord différent des autres accords habituels sur la facilitation d'investissement. Quant à l'impact économique d'un tel accord, il s'agit de voir quels peuvent être les acquis que l'on peut retirer d'un tel accord. Et l'on pense que l'on peut obtenir donc des avantages qui se chiffrent à des milliards de dollars. Encore quelques remarques montrant pourquoi cet accord est si pertinent. Le but principal de cet accord ne consiste pas simplement à trouver de nouveaux investisseurs, mais il s'agit aussi d'obtenir des investissements de haut niveau, des investissements durables liés à une bonne gouvernance. Il s'agit également de mettre en place une atmosphère plus propice aux investissements durables. À ce stade, il s'agit de traiter, par exemple, d'une conduite responsable des entreprises et de prendre des mesures contre la corruption. L'on va donc là, au-delà des investissements, on se soucie ici d'investissements de qualité supérieure. Et des mécanismes ont été également prévus, étant donné que l'on a prévu des évaluations régulières, surtout quant à la manière dont les pays en développement pourront bénéficier de suffisamment d'aide pour mettre en œuvre donc les projets qui auront été prévus. Nous avons une version anglaise du texte, comme je l'ai dit, qui est terminée, même si on en est encore au peaufinage juridique. On est en train de terminer la version française et la version espagnole, et il y aura donc un événement parallèle lors de la conférence ministérielle, la 13e, et nous travaillons sur l'intégration juridique, l'incorporation juridique de l'accord, et l'idée, c'est de veiller à ce que cet accord permette d'augmenter qualitativement et quantitativement les investissements pour relancer le développement, surtout pour les PMA. Et cet accord comporte en lui-même des éléments qui permettront donc de mettre en œuvre les différentes dispositions prévues. Voilà, merci beaucoup et j'essaierai de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour votre excellente présentation. Merci de nous d'avoir fait le point sur l'état des lieux, d'avoir mentionné différents éléments de cet accord, ce qui nous permet de passer à la deuxième intervention, celle de Rashmi José, qui est également experte principale en matière de commerce ISD, qui travaille sur cette question depuis 2020. Et elle va maintenant nous faire une présentation pour nous expliquer les principaux éléments de cet accord avant de passer aux questions de développement et aux défis en matière de mise en œuvre. Rashmi, vous avez la parole pendant 15-20 minutes. Désolé, je n'ai pas pu enclencher mon micro. Je suis désolé, mais je souffre d'une grippe, donc je vous prie de m'excuser si j'ai des problèmes pour m'exprimer. Cet exposé va durer à peu près 20 minutes. Il y a 3 volets principaux. Avant de venir au cœur de l'accord, je vais vous décrire un peu le contexte.
vous expliquer comment les négociations, les discussions évoluent au niveau bilatéral. Et puis, je vais vous parler de l'accord lui-même. Et puis, je vais évoquer quelques points auxquels on peut s'attendre à l'approche de la CM13. Pourquoi est-il important de regarder le contexte plus large? L'une des raisons est la suivante. Historiquement, l'OMC n'est pas typiquement le forum dans lequel on a négocié ce type de dispositions. Normalement, ce type de dispositions sont négociées dans des traités qui se focalisent sur les traités d'investissement bilatéraux. Il est intéressant de noter que au sein dans ces traités, on évoquait vraiment des dispositions concernant la facilitation des investissements parce que les dispositions concernaient plutôt la protection des investissements. Mais cette situation est en train de changer depuis 2015, notamment. Il y a de plus en plus de pays qui sont prêts à intégrer des dispositions sur la facilitation des investissements dans les accords internationaux d'investissement. Ces dispositions sont devenues beaucoup plus populaires et il y a aussi pas mal d'expérimentations, c'est-à-dire les pays sont prêts à intégrer une gamme beaucoup plus diverse de dispositions. Donc, au fond, il s'agit d'une indication que la facilitation des investissements est quelque chose qui est vraiment ouverte à d'autres aspects de la gouvernance bilatérale. Ce graphique vous indique quelques-unes des caractéristiques qui ont été intégrées dans les accords récents. Les dispositions sur la coopération existent, surtout la nécessité de renforcer les liens entre les fournisseurs et les États hôtes, puis les dispositions qui visent à intégrer des investissements axés sur la durabilité. Il y a également des cas importants dans lesquels certains pays négocient des traités d'investissement qui sont dédiés à ce thème entièrement. Le Brésil est un bon exemple et l'Union européenne est un nouveau groupe de pays qui vient de terminer les négociations de le premier traité d'investissement avec l'Angola. Et l'UE a annoncé qu'il projette de négocier d'autres traités d'investissement avec d'autres pays à l'avenir. Donc, la raison pour laquelle je mets l'accent sur cet aspect est la suivante. Lorsqu'on examine cette question de facilitation des investissements, il est important d'adopter une perspective non seulement commerciale, mais de comprendre également ce qui se passe dans le régime de la gouvernance des investissements et dans le domaine de la politique d'investissement. Parce que c'est dans ces domaines-là que beaucoup d'évolutions ont été vues et il y a encore beaucoup de mouvements qui ont lieu en ce moment. Donc, il faut adopter une perspective assez large en allant de l'avant. Retournons maintenant à l'OMC. Un sous-ensemble de membres de l'OMC. Maintenant, il s'agit de 117 membres. 117 membres de l'OMC participent à un processus qui dure depuis 2017. Et le jalon le plus important était le moment où ils sont tombés d'accord sur le texte juridique de l'accord en anglais. Si cet accord est intégré dans le cadre de l'OMC, potentiellement, cet accord pourrait avoir un impact beaucoup plus large. Car même s'il s'agit d'un accord plurilatéral pour l'instant, parce qu'un grand nombre de pays ont signalé le fait qu'ils sont disposés à signer l'accord,
potentiellement, cet accord pourrait devenir une nouvelle référence mondiale en matière de facilitation des investissements. Donc, non, l'OMC n'est pas le forum habituel, usuel, mais si le texte est intégré dans l'architecture de l'OMC, le texte risque d'avoir un impact énorme. Maintenant, je vais entrer dans le détail de l'accord lui-même pour vous donner une idée de tous les engagements que les parties sont prêtes à assumer. Il y a cette section, 45 articles. Je ne vais pas parcourir tous les articles, mais je vais me focaliser sur les points les plus importants. Section 1 concerne le champ d'application et les principes généraux. Cette section explique les buts, le champ d'application, explique les définitions et la relation entre cet accord et d'autres accords internationaux d'investissement. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais je crois qu'il est important de mettre en exergue un point sur le champ d'application, sur la portée. Souvent, les participants se servent de la portée du champ d'application de l'accord comme motif de la non-participation, parce que l'accord est censé s'appliquer à des mesures nationales, à tout type de mesures nationales qui visent à concerner des mesures en matière d'investissement direct étranger, qu'ils soient des organes nationaux ou d'autres organes. Et la gamme de mesures qui risquent d'être concernées par cet accord est assez large. Et l'accord s'appliquerait à toute la durée de vie de l'accord. Quelques participants ont argumenté que puisque le champ d'application est large, la mise en œuvre de l'accord pourrait rencontrer des difficultés. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains participants n'ont pas, selon eux, rejoint cet accord. Je passe maintenant à la section 2. La section 2 est la première section de fond. Dans cette section, les gouvernements s'engagent à améliorer leurs efforts en matière de transparence relative à des politiques de transparence. S'il s'agit d'engagement en matière de transparence, par exemple, les lois, les parties s'engagent à publier les lois, les règlements, la réglementation. Les parties s'engagent à garantir la disponibilité publique et en temps utile de ces informations et via un seul portail d'information. Donc, le but ici est de mettre des informations à disposition d'investisseurs étrangers de manière facile et ceci devrait réduire le coût. En plus des exigences de communication, il y a des exigences de notification, c'est-à-dire les parties vont améliorer le reporting en matière de nouvelles réglementations auprès du secrétariat de l'OMC. Je passe maintenant à la section 3. Il s'agit également d'une section de fond importante de l'accord qui évoque toute une gamme de dispositions, mais le but principal ici est le suivant. Les gouvernements s'engagent à améliorer la procédure d'autorisation. Le but est que les gouvernements rendent plus prévisible la procédure d'autorisation et qu'il soit possible de réduire la bureaucratie. Et ceci pourrait servir d'incitation, qui, à son tour, devrait faciliter les investissements. Il y a certains exemples qui sont donnés d'obligations
Par exemple, les partis vont s'engager à mettre en place des normes d'impartialité lors de la mise en œuvre de leurs mesures administratives. Les partis s'engagent également à garantir que les procédures de demande comprennent certaines caractéristiques. Par exemple, le délai doit être raisonnable et il faut garantir que des copies certifiées conformes soient acceptées. Donc, ce sont des points techniques très détaillés qui sont très orientés à certaines étapes. Et cela vaut la peine vraiment pour vous de prendre un peu de temps pour mieux comprendre ces étapes. Je passe maintenant à la section 4. Il s'agit d'une section relativement plus courte en ce qui concerne le fond. Ce que les partis s'engagent à faire ici est de mettre en place des mécanismes institutionnels plus à long terme visant à améliorer la coopération non seulement entre les partis, mais entre les gouvernements, les investisseurs directement. Donc, il y a toute une gamme de processus que les partis vont s'efforcer de mettre en place. Il y aura des points focaux, un point focal dans chaque pays qui sera disponible pour répondre à des questions. Et euh, ils vont également mettre en place une base de données qui facilitera l'accès à des informations sur des fournisseurs nationaux pour les investisseurs. Et puis également, on mettra en place des programmes de développement des fournisseurs. Ici, le but est de renforcer les liens entre les fournisseurs locaux et les investisseurs extérieurs pour que l'État tout entier puisse bénéficier de ces liens. Je passe maintenant à la section 5. Il s'agit d'une section très importante puisqu'elle concerne le traitement spécial et différencié qui évidemment est très important pour les pays en développement et les pays les moins avancés, PMA, car ceci leur accorde davantage de droits et de flexibilité en matière de mise en œuvre de cet accord. Ce que cette section reconnaît est que les pays en développement et les PMA ne seront pas forcément en mesure de se conformer à toutes les obligations de cet accord pour des raisons de capacité. Cette section leur permet d'effectuer une auto-évaluation qui leur permet d'évaluer la mesure dans laquelle le cadre national est déjà aligné sur les exigences de l'accord. Et sur la base de cet examen, ils sont en mesure d'indiquer quelles sont les dispositions qu'ils pourraient remplir tout de suite et quelles sont les dispositions pour lesquelles ils auront besoin d'un certain délai et quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions qui pourraient respecter après une période de renforcement des capacités. Je pense que les membres de l'OMC seront familiers avec cette section parce que quelque chose de similaire existe dans l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Il y a certaines flexibilités qui sont fournies, par exemple la prolongation de délai et la possibilité de changer de catégorie si certaines hypothèses changent et s'il y a la possibilité de faire appel à un groupe d'experts pour soutenir la mise en œuvre de la catégorie et de la B et de la catégorie C. Donc, les délais peuvent être prolongés en cas d'émergence d'un différend, si jamais il y a une situation de non-conformité avec une exigence de l'accord. Je passe maintenant à la section 6. Madame l'ambassadrice Boza vous a déjà fourni des informations très importantes à cet égard, comme elle a évoqué. Le but de cette section concerne l'investissement durable. Le but de cette section est le suivant. En mettant en œuvre ces articles, les parties ne s'attendent
non seulement à faciliter n'importe quel type d'investissement, elles s'espèrent et elles s'attendent à ce que ces, ces dispositions de l'accord vont donner lieu à des investissements de meilleure qualité en termes d'investissement durable. Et le but est d'encourager les investisseurs à intégrer volontairement dans leur pratique commerciale les principes, normes ou lignes directrices internationalement reconnues en matière de conduite responsable des entreprises. Et la deuxième mesure principale concerne le système juridique et les normes internationales. Cette section est vraiment une innovation pour l'OMC. Il s'agit de la première fois que l'OMC a intégré des dispositions spécifiques qui sont dédiées à l'amélioration d'un comportement socialement responsable dans un accord. Donc, il est vraiment nécessaire d'applaudir ces efforts en matière d'investissement durable. Et il faut également mettre en évidence euh, le fait qu'il n'y a que 2 articles qui se focalisent sur l'investissement durable, mais néanmoins, il s'agit de la seule section qui a été exclue de l'article 34 du règlement de différend. Donc, si un pays n'est pas en mesure de mettre en œuvre les articles de cette section, il n'y a aucun risque d'un différend qui pourrait être soulevé contre eux. Et c'est très bien parce que nous reconnaissons que cette flexibilité sont nécessaires, mais ceci évidemment crée une hiérarchie entre les dispositions qui concernent l'investissement durable et celles qui ne le concernent pas. Section 7, c'est simplement le chapitre de la fin, le volet de la fin qui concerne les dispositions institutionnelles et les dispositions finales. L'article 39 concerne le comité de l'OMC sur la facilitation des investissements. Et, et évidemment, il s'agira d'un accord plurilatéral. Et puis, il y a un article sur lequel les parties à l'accord pourraient bénéficier du système de règlement des différends de l'OMC. Donc, ce que je vous ai donné est un survol très rapide du contenu de l'accord, mais j'espère que ce survol de l'accord vous sera utile à l'approche de la CM13 à la fin du mois de février. Je vais clore mon exposé en mettant l'accent sur 2 ou 3 points auxquels on peut s'attendre à l'approche de la CM13. La question principale qui n'a pas encore été résolue est la question de l'architecture juridique, la question de savoir si les participants qui sont impliqués dans ce processus, est-ce qu'ils sont en mesure de convaincre tous les membres de l'OMC, tous les 164 membres de l'OMC, y compris les pays qui ne participent pas encore à cette JSI, est-ce qu'ils pourront convaincre les autres membres des 164 pour que cet accord puisse être intégré dans l'architecture de l'OMC? On s'attend à ce que ces arguments juridiques, cette discussion juridique soit assez animée à l'approche de la CM13 et lors de la CM13, surtout puisque l'Inde et l'Afrique du Sud ont été des opposantes très vigoureuses de cet accord. Ils remettent en question la légalité de ces négociations parce que ces négociations ont été lancées dès le début sans l'accord entier de tous les membres de l'OMC. Donc, le argument est que cet accord ne soit pas légal.
Donc, la question est de savoir est-ce que vous pourrez être en mesure de convaincre les pays qui ont été très opposés à cet accord de le soutenir. Donc, évidemment, il s'agira d'une conversation politique très chargée, très animée, qui se manifestera lors de la CM13. Et il y aura également des répercussions sur l'accord sur le commerce électronique. Si l'accord sur le commerce électronique pourra être intégré dans le cadre de l'OMC et si des géométries variables pourront être intégrées dans le cadre de l'OMC à l'avenir. La question est de savoir dans quelle mesure l'OMC devrait devenir une plateforme qui facilite des initiatives plurilatérales diverses, ou est-ce que l'OMC devrait se focaliser sur un agenda multilatéral qui soit en mesure d'attirer l'accord de tous les partis, mais qui risque de terminer dans un impasse. Donc, ça, c'est l'une des négociations qui risque d'être parmi les plus dures à l'OMC. Si les parties à cet accord seront en mesure d'obtenir l'accord de tous les 164 membres, l'accord sera intégré dans le cadre officiel des accords de l'OMC. Sinon, il faudrait savoir quel sera l'avenir de cet accord. Est-ce que l'accord pourrait subsister comme un accord entre les parties signataires en dehors du cadre de l'OMC? Il y a certaines ressources très utiles que nous avons produites au sein de l'ISD. Sur cette diapo, vous pouvez voir quelques-unes des recommandations de lecture que nous vous soumettons. Nous avons publié un guide du lecteur qui sera un rapport qui vous aidera à comprendre ce qu'il y a dans l'accord, quel est le contenu de l'accord, sans devoir lire tout l'accord vous-même. Nous espérons que ce guide sera un outil très utile pour vous et qui vous accompagnera lors de vos préparatifs pour la CM13. Merci beaucoup, Madame, de nous avoir donné ce survol excellent. Merci d'avoir mis en exergue certaines dispositions de l'accord et vous vous êtes focalisé également sur les questions juridiques. Nous passons maintenant à mon ami Joel Richards, qui fait partie de la délégation permanente de l'OECO, l'Organisation des pays des Caraïbes orientales à Genève. Et je vais vous donner la parole à Joël pour nous parler de son sujet. Merci beaucoup, Rachid. Et bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. 7 minutes devraient suffire. Et merci beaucoup à l'équipe de l'ISD qui a organisé cet événement. Je vais aborder très rapidement le traitement spécial et différencié, l'assistance technique et les dispositions concernant le renforcement des capacités dans le cadre de l'IFDA, ainsi que les dispositions figurant dans la partie 5 de l'accord. Je commencerai par affirmer que ces nouvelles disciplines, et j'aimerais dire tout de suite pourquoi le TSD et l'assistance technique et le renforcement des capacités ont été intégrés dans ces négociations, c'est parce que le champ d'application des disciplines qui ont été négociées est tellement vaste
qu'il faudrait vraiment des efforts très importants de la part des pays en développement pour réunir les fonds nécessaires ainsi que les ressources humaines indispensables pour mettre en œuvre les disciplines en question. Quand on se penche, par exemple, sur les accords TIM et on voit que on a tenu compte de ces difficultés, mais l'IDA n'implique pas autant de disciplines. Mais pardon, l'accord en question n'implique pas autant de possibilités que pour l'IFDA. Il fallait donc mettre ce point en avant, car les pays en développement ont besoin des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un tel accord. Et nous devons nous dire que la mise en œuvre est dans l'intérêt de ses membres. Il s'agit de faciliter les investissements étrangers directs aux fins de développement sur le plan national. Tout retard dans la mise en œuvre crée un déficit quant à la possibilité pour ces pays de bénéficier de ces dispositions. Voilà ce que je voulais mentionner en premier, ce qui m'amène à un deuxième point. Si on se penche sur le préambule concernant le TSD, on y découvre également le contexte dans lequel nous devons interpréter ces dispositions sur le TSD et le renforcement des capacités, l'assistance technique. En tout cas, dès le départ, il est reconnu que les membres sont conscients des difficultés particulières que rencontrent les pays en développement. Et ces difficultés ont un rapport avec leur manque de capacité en matière de mise en œuvre. Le deuxième plus vaste principe qui caractérise donc cet accord concernant les pays en développement, c'est le fait qu'on a reconnu que cette aide est nécessaire pour aider pour soutenir les membres en matière de mise en œuvre. Et ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a un rapport direct avec les capacités des pays en développement. Il est donc bien compris qu'il faut d'abord que les pays en question puissent acquérir les capacités nécessaires pour mettre en œuvre ces disciplines. Et enfin, un dernier point que j'aimerais aborder et qui concerne surtout les PMA, c'est qu'ils seront priés de donner suivre à ces engagements que dans la mesure où ils peuvent le faire dans le cadre de leur capacité. Donc, cela est reconnu. Mais compte tenu et également du contexte que j'ai mentionné tout à l'heure, la mise en œuvre est dans l'intérêt de ces pays. S'il y a donc des lacunes en matière de capacité, c'est important que ces capacités ces déficits, ces lacunes soient comblés le plus vite possible pour qu'il y ait une mise en œuvre rapide. Il est important donc de prolonger les délais en question pour que ces pays puissent acquérir les capacités nécessaires le plus rapidement possible. Il y a donc un lien entre l'acquisition des capacités et les lacunes existantes en matière par rapport à ces capacités. Et j'aimerais également me référer plus spécialement à la note en votre page 23 dans le texte qui clarifie que l'aide et le soutien en matière de renforcement des capacités prendra la forme d'une aide technique financière ou autre forme d'assistance. Et ceci est très important, car il fallait signaler aux pays en développement et aux pays moins développés que l'assistance technique et que le TSD envisagé n'était pas limité aux ressources techniques. Il ne s'agissait pas simplement de venir dans le pays et de faire une évaluation des besoins. Il s'agissait également de tenir compte d'un engagement sur le plan financier pour faciliter la mise en œuvre. Et cela était un point très important. C'est une partie donc non négligeable de cet accord. Ceci dit, je voudrais juste
signaler dans la note 34, note en bas de page 34, engage les membres, et là nous parlons des donateurs, à fournir une aide en matière d'évaluation des besoins de ces pays. Donc, il est bien souligné que cet ensemble de disciplines, par exemple, la section 2, les questions des mesures d'investissement, et il s'agit aussi de simplifier et d'accélérer les mesures administratives qui représentent une partie importante de cet accord. Cela montre que les membres sont entrepris à prendre de nombreux engagements que beaucoup de pays, ce que beaucoup de pays en développement ne pourront pas faire vu leur absence de moyens. Mais pour savoir quels sont les moyens nécessaires, il fallait d'abord que les membres entreprennent une auto-évaluation de leurs propres besoins. Et ceci avait été fait dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges. Il convient donc d'aider les pays en développement et les PMA à il s'agit de les aider à établir une liste de leurs besoins en fonction, par exemple, de la catégorie A. Quelles sont les mesures qui peuvent être mises en œuvre tout de suite dès la mise en la mise en œuvre de cet accord. Il y aura la catégorie B. Dans combien de domaines les pays ont-ils besoin de davantage de temps pour mettre en œuvre telle ou telle partie de l'accord? Et quant aux mesures relevant de la catégorie C, elles relèvent de celles qui nécessiteront davantage de temps, ainsi que l'acquisition de capacités ou de ressources. Et les évaluations de besoins sont essentielles dans ce processus. Faute de cette évaluation, l'évaluation des capacités se fera sur une base comme celle où l'on essaiera de deviner quels sont les besoins existants. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi cette évaluation des besoins est essentielle, d'où la note en bas de page, indiquant que donc cette évaluation des besoins est fondamentale. Il y a donc différents types d'engagements, comme vous le voyez, et je voudrais encore rapidement l'indiquer. Je crois bien que Rashmin l'a dit. Il y a la possibilité de passer d'aller d'une catégorie à une autre. Ainsi, un pays en développement peut dire très bien, nous avons besoin de temps, mais nous pensions pouvoir avoir suffisamment de ressources, mais finalement, nous n'en avons pas, donc besoin de passer d'une catégorie à l'autre. Et donc, ils peuvent passer d'une catégorie A à catégorie B, ou B à C, ou C à B. Il y a donc cette possibilité qui est donnée aux membres, c'est tout pays en développement qui pense avoir des difficultés à faire face à donc des engagements. Cela peut être signalé au comité et le comité accordera davantage de temps aux membres en question. Et un dernier aspect que j'aimerais aborder concerne l'assistance technique et le renforcement des capacités et ce qui est envisagé dans l'accord. Nous avons toujours affirmé tout au long des négociations qu'il ne fallait pas simplement considérer cet accord comme un instrument statique, mais comme un centre d'attraction en matière d'investissement. Et en fait, les disciplines ont été élaborées sur cette base. Il s'agit donc de développer l'expertise avec les autorités concernées pour renforcer les capacités existantes afin d'attirer au maximum des investissements. Donc, cela est un point important. Autre point également important, des pays peuvent très bien s'accorder entre eux et d'autres pays donateurs, et un soutien est envisagé pour renforcer les capacités afin d'envisager des études de faisabilité
et évaluation des évaluations d'impact social et autres. Et je crois que l'intervenant qui va suivre vous donnera un éclairage concernant les éléments à mentionner dans ce contexte, car il n'y a pas d'indication concernant les secteurs qui ont besoin de voir les activités renforcées, par exemple, par rapport à des investissements de développement durable, alors que c'est là un point très important. Ici, on ne se penche pas simplement sur l'univers des investissements, il s'agit d'un investissement qualitatif permettant aux pays en développement d'attirer des investissements qui leur permettront de remplir leurs objectifs en matière de durabilité. Et pour cela, ils auront besoin d'études d'impact des pays en question. Il faudrait donc envisager donc davantage de services dans ce domaine. Je crois que je vais en rester là pour l'instant. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nous savons pertinemment qu'il y a fort à dire et que nous n'avons guère de temps. Et vous avez fort élégamment décrit l'importance des besoins à satisfaire et l'importance qu'il y a à évaluer aussi ces besoins. Avant de demander à notre intervenant d'intervenir, j'aimerais vous dire que mon collègue Rachid, qu'avec mon collègue, nous avons publié un questionnaire et nous avons besoin donc de vos réactions. Veuillez donc y répondre à ce questionnaire. Il y a également une question qui a été posée tout à l'heure et que nous n'avons pas le temps à la fin d'avoir une discussion. Si vous voulez poser une question, vous pouvez également donner une réponse si vous le souhaitez. Et après le dernier intervenant, vous pourrez ainsi répondre à ces questions. Donc, merci beaucoup, Joël, encore une fois, et merci beaucoup, professeur Calamita, pour votre patience. Vous êtes le dernier intervenant. Merci, le professeur Calamita, que nous le savons, est à la tête du Centre de droit international. Il est professeur-chercheur associé à la faculté de droit de l'Université nationale de Singapour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Rachid. J'espère que vous pourrez voir mes diapos sur l'écran. C'est un grand honneur que d'être parmi vous aujourd'hui pour m'entretenir avec vous tous de l'IFDA et merci de cette possibilité que vous m'avez donnée. Et comme vous l'avez fort bien dit, le moment que vous avez choisi est très pertinent en vue de la affaire. Donc, ces 4 dernières années que je m'occupe de questions d'investissement aux fins de développement avec les pays de développement, les pays en développement et autres. Et j'aimerais traiter rapidement 3 aspects importants de l'IFDA. Tout d'abord, son rapport avec les traités de protection des investissements et deuxièmement, la question des évaluations. Et puis, la question de l'auto-évaluation est très importante ainsi que ça a été mentionné par Joël. Ce processus devrait aider les États à améliorer leur capacité à combler les lacunes en matière de règlement, donc des litiges. Et il s'agit aussi d'établir un lien entre les investissements et les changements climatiques, les investissements durables aux fins en liaison avec les changements climatiques. Quelles sont les préoccupations concernant une éventuelle interaction entre l'IFDA et les traités d'investissement internationaux? L'IFDA aborde des questions de transparence, réglementaire, d'efficacité, de prévisibilité, etc. Et les mêmes types de questions se posent dans le contexte des accords internationaux d'investissement, en particulier en ce qui concerne la norme de traitement juste et équitable. La crainte, il existe plusieurs craintes que les investisseurs se fondent sur les disciplines de l'IFDA pour interpréter
les obligations de l'État d'accueil en matière de protection d'investissement, qui soulève des plaintes au titre de la clause générale fondée sur le manquement de l'État d'accueil à ses obligations en vertu de l'IFDA et cherche à incorporer directement la discipline de l'État dans les traités de protection des investissements par le biais de clauses de traitement de la nation plus favorisée. Les auteurs ont donc tenté de répondre à ces préoccupations concernant des interactions indésirables. De nombreuses dispositions ont été conçues pour limiter ou exclure les interactions entre les AII, l'ISDS et l'État. Les articles sont ici cités, mais je ne vais pas entrer dans les détails quant à la manière dont ces articles ont été rédigés. Il suffit de dire qu'ils ne sont pas étanches. Ils ne pouvaient être étanches sans amender les traités d'investissement proprement dit. Mais il s'agit d'un effort valable, à mon avis, pour réduire le risque que l'IFDA soit invoqué par des parties privées dans le cadre d'un ISDS. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance de donner néanmoins pour ce qui est du mécanisme de règlement de l'ISDS devant les tribunaux. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la synergie éventuelle qui pourrait exister donc, entre les États adoptant l'IFDA et leur contournement de l'ISDS, du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Donc, comme le disait Joël, le processus d'auto-évaluation permet aux États de déterminer s'ils seront en mesure de respecter leurs obligations vis-à-vis de l'IFDA au moment de leur adhésion. Cela permet en fait de faire d'une pierre deux coups, parce que lorsque les États donc mènent à bien ces évaluations, ils peuvent voir s'ils peuvent offrir une certaine transparence, une certaine prévisibilité, lorsqu'ils peuvent offrir un certain degré d'efficacité et d'équité. Et nous savons que la grande majorité des litiges concernant les traités d'investissement ont un rapport avec la manière de gérer les processus administratifs et les pratiques administratives. Lorsque donc un État se lance dans un processus d'auto-évaluation par rapport à l'FDA, il devrait le faire en veillant à la manière dont ces pratiques en cours s'alignent sur ces obligations liées aux traités d'investissement internationaux. Cela donnera à l'État donc des informations très importantes, non seulement par rapport à la manière dont il pourra mettre en œuvre ses obligations vis-à-vis de l'IFDA, mais aussi par rapport à sa situation actuelle concernant les traités d'investissement, le respect des traités d'investissement en cours, la possibilité de mettre en place un programme concernant la prévention donc des différends et faire le point pour voir dans quelle mesure il peut être vulnérable, dans quel domaine il est vulnérable en fonction de son système. Donc, cela, bien sûr, ne ressort pas directement de l'IFDA, mais je suis sûr que les États feraient bien d'entreprendre cette évaluation, car c'est une occasion unique, étant donné qu'il importe pour chaque État, en fait, de faire le point en se fondant sur les éléments existants déjà. La question clé, comme c'est mis ici, donc c'est la disponibilité du financement et de l'assistance technique. La note 34, comme l'a dit Joël, évoque cette disponibilité, mais comme ils le disent, montrez-nous où est l'argent. Il est important de voir aussi ce que les pays donataires sont prêts à fournir à la fin donc de ce processus. La dernière partie que j'aimerais évoquer, et je sais que le temps passe vite, mais cela concerne donc l'FDA, le développement durable et les changements climatiques. Et à mon avis, les dispositions à ce sujet sont vraiment très minces.
L'objectif dans l'article 1 est de faciliter l'IFDA, de promouvoir un développement durable. Un point, c'est tout. Ceci étant, dans l'accord sur dans l'article 47, ce que l'on voit, c'est que l'on encourage plutôt les pays hôtes à renforcer donc la responsabilité des entreprises. Mais les pays hôtes, eux, ne sont pas vraiment mentionnés. Il n'y a pas d'obligation pour l'État hôte qui investit. L'État n'interdit pas d'accorder des avantages supérieurs à ceux requis par l'IFDA à des investissements privilégiés. Par exemple, des investissements verts pour ce qui est de l'article 38, anticorruption, l'article anticorruption, il n'ajoute pas grand-chose. Tous les États sont déjà partis à une convention anticorruption qui contient en fait la même chose que ce qui figure dans l'article 38. Et pour ce qui est du changement climatique, en fait, il n'est pas du tout question du changement climatique dans l'ensemble de l'accord, même pas dans le préambule. Et tel qu'il est formulé, les engagements dans l'accord s'appliquent à tous les IED, qu'ils tendent à promouvoir le développement durable, qu'ils soient alignés sur l'accord de Paris ou non. Cela dit, l'IFDA n'interdit pas d'accorder des avantages supérieurs à ceux requis par l'IFDA à des investissements privilégiés. Donc, les États sont libres, bien sûr, d'accepter des investissements, quels qu'ils soient. C'est à eux de voir si ces investissements sont alignés sur les accords de Paris ou non. Et cet accord n'interdit pas d'accorder des avantages supérieurs à ceux requis par l'IFDA à des investissements privilégiés. Regardez, par exemple, l'article 14 de la GCS, l'IFDA n'affecte pas les subventions, ne s'y applique pas, n'exige pas la libéralisation du marché pour les investissements. Je vous rappelle le libellé des exceptions mentionné à l'article 14 de la GCS. Donc, les États ne sont pas exposés nécessairement à des risques particuliers en matière de responsabilité. Je dirais que l'on a raté une occasion ici par rapport à la durabilité, au changement climatique. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé le temps qui m'était imparti. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup, professeur Calvin. Je n'essaierai pas de faire une synthèse pour des raisons de temps. Et les exposés ont été intervenants. Cet accord de l'IFDA, comme Rashmi l'a dit, potentiellement pourrait devenir la nouvelle référence mondiale, comme les présentations de Joël et de l'ambassadrice Boza, de professeur Kalamita l'ont dit, le champ d'application de l'IFTA est assez large, ce qui nous amène à la question de la mise en œuvre en termes des capacités humaines, techniques, financières, techniques institutionnelles. Donc, d'un côté, il y a beaucoup de flexibilité, mais pour pouvoir s'en servir, comme professeur Kalamita l'a dit, montrez-moi les fonds, montrez-moi le financement. Donc, il y a peut-être encore pas mal de travail à faire dans le domaine du financement. Mais Madame l'ambassadrice Boza a mentionné les difficultés initiales. D'abord, la nécessité d'obtenir un consensus parmi les 164 membres de l'OMC, parce que
Si ce consensus ou le manque de consensus va être déterminé s'il s'agira d'un accord multilatéral à l'avenir ou plurilatéral. Comme le professeur Calamita l'a dit, il y a certains points que nous devrons encore saisir en ce qui concerne le lien entre cet accord et d'autres accords internationaux. Et, et puis, il y a le manque de mention de la question du changement climatique dans l'accord, dans le projet d'accord LIFTA. Donc, c'est pour ça que je vous inciterai à lire ce guide du lecteur qui est en train d'être préparé par l'ISD. Ce guide du lecteur de l'ISD pourrait nous aider tous à mieux comprendre cet accord potentiel, le IFDA. Avant de clore formellement ce webinaire, j'aimerais remercier à mon propre nom et au nom de l'ISD, je souhaiterais remercier tous nos orateurs, Madame l'ambassadrice Boza, Madame Rashmi José, Monsieur Joel Richards et le professeur Calamita. J'aimerais remercier tous les participants qui nous ont rejoints du monde entier et aussi de Genève, évidemment. Et j'aimerais remercier tous mes collègues de l'ISD, Rashmi, Daniel, Maria et toutes les personnes qui ont coopéré pour mettre en place ce webinaire. Et merci à nos interprètes. Je ne parle pas le français et l'espagnol non plus, mais je suis sûr que les interprètes ont bien travaillé. Et j'aimerais maintenant clore formellement ce webinaire. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon votre localisation.